nouvel appareil de laboratoire pour vous. Cet appareil, c'est un fermenteur. Fermenteur qui se décompose en deux grandes parties. Une partie amovible, vous verrez pourquoi tout à l'heure, et une partie commande, unité de commande. Cette partie amovible, pourquoi peut-on la déplacer relativement facilement? Le milieu facilement. Changer de milieu, oui. Côté pratique. Il est comment mon milieu actuellement? Liquide. Liquide, oui, mais est-il utilisable tout de suite, tel qu'il est là? Qu'est-ce qu'on fait à milieu de culture avant d'utiliser ce milieu en place dans le fermenteur? Nous allons devoir aller le mettre à l'autoclave. D'accord? Cette taille de fermenteur, dit fermenteur de paillage ou fermenteur de laboratoire, pour pouvoir les autoclaver, la taille maximum est de 10 litres. D'accord? Là, c'est un 2 litres. Le 5 litres peut encore être autoclavé, le 10 litres très limite, il faut déjà avoir le bel autoclave. Par contre, lorsqu'on dépasse ces volumes, on arrive sur le fermenteur pilote qui est là-bas, qui lui ne peut pas bien sûr aller dans le... Il est stérilisable en place. Ce sera pour une autre épisode. D'accord? Revenons à celui-là. Donc, cette phase aujourd'hui qui va nous intéresser va être la préparation de cette enceinte de fermentation pour pouvoir la mettre à l'autoclave. Il y a beaucoup de précautions à prendre et des petites manipulations à faire. D'abord, on va essayer de le décrire supérieur, cet élément qui est fait pour recevoir tout le dispositif, donc on va décrire. Platine supérieure. À l'inverse, enfin, pour qu'il puisse rester stable, nous avons en bas la platine inférieure. Là, cet ensemble-là, qui est une cuve en verre, vous voyez, cette cuve a une particularité. Si je la fais bouger comme ça, vous voyez deux niveaux de liquide qui bougent. On est d'accord? Celui du milieu et au-dessus, il y en a un autre liquide. Ce liquide est dans une double enveloppe. Cette double enveloppe a une entrée et une sortie. De façon à ce que, une fois qu'elle est connectée sur l'unité de commande, il puisse y avoir une circulation d'eau, eau portée à la température à laquelle vous allez travailler. Bon, d'accord? Une cuve avec une double enveloppe, une entrée, une sortie pour la circulation de l'eau dans cette double enveloppe. C'est laquelle l'entrée, c'est laquelle la sortie? Je préfère faire arriver l'eau par le dessous et la faire sortir par le dessus. Ça a tendance à tout de suite remplir le dispositif. Que si on arrive par le haut et qu'on sort par le bas, on peut ne faire qu'une circulation sans remplir le dispositif complètement. Ensuite, sur cette platine supérieure, on va trouver pas mal de petits éléments. Alors, le central, l'élément central, vous voyez là actuellement ce que je fais? Je crée un mouvement. On trouve un axe qui traverse cette platine supérieure et qui vient jusqu'en bas. Et sur cet axe, il y a les hélices. On appelle ça l'arbre porte-hélice. Cet arbre porte-hélice, on vient y adapter ce... Ça peut être quoi ça? C'est un moteur? Un moteur. On vient adapter un moteur qui est amovible. On peut l'enlever, et toujours dans le même principe que tout à l'heure, on l'enlève parce que le moteur, il ne va pas aller dans l'autoclave. Donc c'est pour ça qu'il se déconnecte comme ça. L'arbre porte-hélice, vous remarquerez qu'il traverse la platine supérieure. Or, si un axe traverse une platine, on a forcément un trou pour qu'il puisse tourner. Si ce trou est trop serré, que le jointoiement se fait de façon très serrée, on va... Potentiel. On peut être embêté par ce... C'est pour ça que le fabricant a prévu un dispositif qui est un palier d'agitation qui est fait de telle sorte, c'est le gros bloc qui se trouve au-dessus, ce palier est conçu de telle sorte qu'il ménage la liberté de l'axe pour pouvoir tourner facilement, mais en même temps, il protège complètement des éventuelles contaminations.
Donc c'est un palier d'agitation, le gros bloc qui se trouve là. Différentes canules, on va appeler ça comme ça. Vous en avez qui traversent la platine et qui s'arrêtent juste en dessous de la platine. Alors s'il y avait un schéma à côté, je pourrais vous donner le numéro pour... Donc vous avez la canule 13, vous voyez, c'est par exemple celle-là, c'est par exemple les trois petites qui sont là, bon on n'en a qu'une seule de représenter sur le schéma, mais ces canules-là s'arrêtent juste en dessous de la platine. Ce sont des canules d'ajout pour pouvoir, en cours de manipulation, ajouter des éléments liquides. Quel va être le principal élément liquide que nous allons ajouter? La souche. La souche, l'inoculum. Est-ce que vous pensez qu'on va inoculer ce fermenteur avec une anse, comme vous faites avec vos tubes et tout ça? Nous allons devoir mettre un volume relativement important d'inoculum, de l'ordre de 10% du volume total. D'accord? Ce volume total, entre parenthèses, vous voyez que le fermenteur n'est pas plein. On ne remplit jamais un fermenteur. Fermenteur de 2 litres, son volume utile, qui est celui auquel vous allez donc travailler, est de l'ordre de 3/4 du volume total du fermenteur. Vous voyez là, donc on est un petit peu en dessous du volume utile, parce qu'il va y avoir l'inoculum qui va être ajouté, mais jamais le fermenteur sera plein. Long, avec à son extrémité un petit robinet. Ce tuyau, je vous montrerai, il vient s'installer dans une pompe péristaltique qui est commandée, et cette pompe péristaltique va me permettre de transférer mon inoculum stérilement dans mon milieu de culture. Et vous remarquerez que cette canule, elle plonge dans le milieu. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi lever? Ce sera une canule de prélèvement. Tout à l'heure de la double enveloppe et du maintien à la température adéquate. Comment allons-nous savoir la température de notre milieu? Il me faut cette information. Avec une sonde, un thermomètre, un capteur, oui, mais comment allons-nous le placer dans le milieu? Parce que c'est la température du milieu qui m'intéresse. Plonge. Il va plonger dans le milieu. Eh bien, il va le plonger dans un dispositif qui est le 16 et le 19 étant le capteur. Le 16 est un tube étanche qui plonge dans le milieu, dans lequel on mettra un petit peu d'eau, qui n'aura aucun contact avec le milieu, mais le transfert de température se fera très bien, et le capteur se mettra dans ce tube, dans l'eau qui sera dans ce tube. D'accord? Mais vous pourrez le voir, c'est un trou qui est là, un tube, et il faudra surtout pas oublier d'y mettre le capteur de température dedans. Et ça, nous avons 2 piquages, on va appeler ça comme ça, sur lesquels sont fixés 2 électrodes de mesure. Quelles peuvent être ces électrodes de mesure? Alors, sur vos schémas, il y a une flèche qui désigne l'électrode à l'extérieur de la platine et une qui la désigne dans le milieu de culture. Donc, nous avons 2 électrodes, 2 de mesure. L'électrode de pH, qui est le tube de verre un peu transparent, qui est schématisé transparent, avec sa connectique qui se trouve juste au-dessus de la platine. Et un tube métallique, une électrode à oxygène, qui mesure l'oxygène dissous, qui se trouve donc elle aussi plus foncée au niveau du tube, la 9, et sa sortie, la 3, qui est par là où on les connecte. C'est l'électrode de quoi la L'électrode d'oxygène, ou encore électrode de Clark. Je pense que nous avons encore un petit élément dont on n'a pas parlé, qui est le 5. Ce 5, c'est ce que l'on appelle le bouchon septum. C'est un bouchon souple que l'on peut traverser avec une aiguille de façon à faire de très petits ajouts. Vous serez en mesure, vous verrez, des fois, par exemple, un ajout que l'on fait pratiquement systématiquement, c'est très important. Ça concerne l'axe dont je vous parlais tout à l'heure,
ça concerne les hélices. Donc vous avez tous noté les hélices. Quelle va être la fonction de ces hélices? Homogénéiser le milieu. Homogénéiser le milieu, bien sûr. Et ensuite, vous remarquerez que ces hélices sont situées juste au-dessus d'un tube qui est coudé. Ça, ça a l'air de Buller ou de Ce Sparrow. tube coudé, nous allons pouvoir, c'est par là que va arriver le gaz que nous allons ajouter. Il a pour nom le spargeur. Donc, ce gaz va arriver par l'extrémité de ce spargeur et ce circuit, il commence avec cet élément-là en plastique qui est une connectique rapide pour pouvoir se connecter là-dessus. Ensuite, on y trouve un filtre. D'accord? Ce filtre, quelle va être sa fonction? Pour laisser l'air. Voilà, d'arrêter les bactéries qui sautent dans l'air. C'est un filtre à 0,2 microns qui est spécialement dédié au gaz, à l'air, et il a horreur de l'humidité. La moindre trace d'humidité va le colmater, il sera foutu. Ça vaut 80 € pièce. Donc, dans ce que vous allez avoir à faire tout à l'heure, une des choses importantes va être de protéger ce filtre avec du papier d'alu bien serré pour bien le protéger, cette entrée qui est de ce côté-là, qui est de ce côté du filtre. Et de l'autre côté du filtre, vous avez une vanne qui va l'isoler du milieu de culture. Pendant l'autoclavage, on peut très bien imaginer que si la vanne elle est ouverte, la pression qui soit à l'intérieur, mon liquide remonte et vient souiller mon milieu par ce côté-là. Donc, on protège l'autre côté du filtre en fermant la vanne. On est d'accord? L'hélice à ce moment-là va être de fractionner ces grosses bulles dans une multitude de petites bulles de façon à optimiser le transfert de gaz, d'oxygène, d'azote, enfin ça dépend après des applications qu'on a. C'est pas tout à fait ça, mais ça fait partie de la protection que vous allez faire tout à l'heure. Hein, on y reviendra. Il va falloir protéger toutes les extrémités de prélèvement, celle-là, tout ce qui est creux. Donc c'est un morceau de coton cardé dans le trou du tube, de l'aluminium par-dessus, et on ferme le robinet aussi qui est là. C'est celui-là. Celui-là, à quoi va-t-il nous servir? Vous l'avez? Alors c'est pas tout à fait pareil, voilà. C'est ça, et si vous avez compris, donc c'est le... Il n'y a pas trop de numéros. Non, il n'y a pas de numéro. C'est juste en dessous de l'entrée des gaz, et vous voyez dans quel sens que ça va. C'est là, la sortie des gaz, parce que dites-vous bien que si l'on fait rentrer des gaz et que tout est étanche, tout fermé, qu'est-ce qui va se passer? Par contre, si je la laisse ouverte comme ça, quand mon milieu est stérile, est-ce que ça va être bien? Non. Mais si je la ferme et que je mets tout ça à l'autoclave comme ça, est-ce que ça va être bien aussi? Qu'est-ce qui va se passer pendant l'autoclavage? Je vais chauffer ce milieu à ébullition. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un liquide à ébullition? Il y a de la vapeur qui va se dégager. Si je suis complètement fermé, la pression va monter à l'intérieur et on a un risque d'éclatement de la cuve en verre. Donc il est indispensable pour la préparation à l'autoclavage de laisser l'ouverture libre de façon à ce que les pressions s'équilibrent entre l'intérieur du fermenteur et l'extérieur du fermenteur. C'est très important. Dès que la stérilisation va être terminée, on ouvre l'autoclave et la première des choses qu'on fait, on ferme. Et là, on est tranquille. Donc, voilà pour ce qui est de ça. Maintenant, il nous reste à finaliser cette préparation. Qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on a des électrodes à sa disposition, des électrodes de mesure? On les étalonne? On les étalonne. Est-ce que vous croyez que c'est à la suite de l'autoclavage, quand on va avoir mis le milieu là, avant de travailler, qu'on va réaliser cet étalonnage? Ça se passe concrètement. Comment ça se passe? Ben, on est obligé de sortir l'électrode, de la tremper dans une solution tampon, de changer et tout ça, et on retrempe dans l'autre et on le remet en place. Eh ben non. Donc, dans la conduite d'un fermenteur, pour la préparation à l'autoclavage, on étalonne l'électrode de pH avant l'autoclavage. Et bien, l'électrode à oxygène s'étalonne aussi. Par contre, elle, on peut se dispenser de l'étalonner
avant l'autoclavage. Pourquoi? Parce que on est tout à fait capable, pour réaliser le 0% d'oxygène dissous, de faire barboter de l'azote pendant 3-4 minutes, 5 minutes, avec un débit bien costaud, de façon à chasser tout l'oxygène qui pourrait être dissous et le remplacer par de l'azote. Et à ce moment-là, vous verrez, lors de l'étalonnage de l'électrode, vous avez une valeur de mesure de départ, et elle va baisser, 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 au fur et à mesure qu'on met de l'azote, et elle va se stabiliser à une valeur que vous qualifierez de 0 à ce moment-là. Vous aurez fait le 0. Et le deuxième point d'étalonnage, c'est le 100%. Donc à ce moment-là, on va faire buller non pas de l'azote, mais de l'oxygène pur, ou de l'air quand on n'est pas équipé d'oxygène. Ça prend un peu plus de temps, parce qu'il n'y a que 16% d'oxygène dans l'air, que dans une bouteille d'oxygène, c'est 100%. Donc à ce moment-là, on revient saturer le milieu en oxygène, et ma valeur va monter, 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 se stabiliser à une valeur, et on lui dira que cette valeur-là, c'est 100%. Et j'aurai donc étalonné mon dispositif. Des fois, vous l'avez fait. Vous mettez un petit peu de vitesse, et il se passe quoi dans votre bécher? Vous avez un vortex qui se forme. Et bien, au niveau du vortex, le liquide ne se mélange pas, il tourne. Donc, on n'a pas d'homogénéité. Protection, donc en 1, étalonnage de l'électrode de pH, pour ne pas l'oublier. En 2, protection des contacts électriques, donc au niveau du raccord, ici, avec l'électrode de pH, vous avez un bouchon fourni par le fabricant et il faut bien le verrouiller et on assure la protection par du papier aluminium. Pareil pour l'électrode de pH, donc protection des contacts électriques et protection du circuit d'air. Ça consiste en quoi? Donc protéger l'entrée, protéger le filtre de l'autre côté en fermant et surtout, là, c'est plus une protection, hein, c'est laisser ouvert la sortie de façon à ce que l'on puisse le mettre à l'autoclave. Toute une ligne de commande, bon, qui ne va pas trop vous concerner. Ce qui va vous concerner, vous, dans un premier temps, ça va être les deux boutons qui sont là, de façon à calibrer la sonde de pH et éventuellement, je dis la sonde d'oxygène. Mais par contre, ce que vous allez voir, c'est que nous avons ici tous les paramètres que l'on peut maîtriser sur ce fermenteur et d'autres cases qui sont libres si on voulait rajouter d'autres paramètres. Quels vont être les paramètres que nous allons? La vitesse. On va prendre dans l'ordre du truc. Dans 1, qu'est-ce que ça peut être la vitesse? La vitesse de rotation du moteur. D'accord? Qui a une valeur ici. En face, un mot qui vous parle? Consigne. Ça vous parle, consigne? C'est la valeur pénétration. Nous entrons là dans une boucle de régulation. C'est ce qu'on veut. Ça vous parle, la boucle de régulation? Si on décompose la boucle de régulation, quel est donc le premier élément? Consigne. C'est ce qui est écrit sur votre protocole. Vous afficherez donc, vous, la valeur. Alors, comment est-ce qu'on l'affiche? Eh bien, on a plusieurs façons. Soit on fait bouger les petits ascenseurs qui sont là, pour aller jusqu'à la valeur, soit on prend température ici. On a un autre élément là qui bouge, vous voyez? Donc, il y a plusieurs façons de faire. Ensuite, ici, j'ai quoi? Qui est là? Qu'il ne faudra donc pas oublier d'aller mettre dans son... Tube étanche pour ton emploi. Comment ça s'appelle? Oui, c'est ça. Son doigt de gant. Je vous ai pas donné le nom tout à l'heure? Non, c'est passé à côté. Donc un tube rempli d'eau qui est fermé à son extrémité. On appelle ça un doigt de gant. Dans les chauffe-eau chez vous, vous avez les résistances sont dans des doigts de gant, les capteurs sont dans des doigts de gant. Alors on le met en place. Donc dans son trou là, tout à fait au fond, bien s'assurer qu'il soit bien au fond pour être bien au niveau du milieu. Et il va me mesurer le milieu. Le comparateur arrive. Vous pouvez voir ici, il me mesure 22,8. Ma consigne est de quoi? 32. J'aurai quoi comme action? Je vais avoir une action plus. Donc je vais,
si je démarre la boucle de température, vous allez voir qu'ici, on a deux choses qui se mettent en place. La pompe qui fait circuler dedans, et là, la résistance qui va me permettre de chauffer. Il ne refroidira pas beaucoup. Vous avez compris le principe? Donc, voilà comment sont commandés les différents éléments. Si par exemple, là, je veux réguler, je dis bien réguler, mon pH. Comment ça va se passer concrètement? Consigne toujours pareil, de 7. Valeur mesurée, actuellement 12,2. Qu'est-ce qu'il veut faire? J'étais d'acide. Diminue le pH. Diminuer le pH. Nous allons donc asservir une des pompes ici au tiroir pH et cette pompe va nous envoyer ce qui sera au bout. Et là, en l'occurrence, ce sera quoi? De l'acide. Et là, on ne peut pas mettre 0%. Non, on va mettre de l'azote. On va mettre de l'azote en permanence. On va faire un bullage d'azote permanent pendant notre culture et on n'aura que de l'azote qui sera dissous dedans, qui aura chassé l'oxygène. Et vous vérifierez par vous-même que la valeur qui sera là sera proche de 0. Pourquoi là c'est moins 0,1? Parce qu'actuellement, on n'est pas branché. Ou la base, c'est Oui. par les petits tiroirs là. C'est par les petits pompes qui sont là. Il faut mettre sur Alors, un flacon. on met un flacon, Oui, on met sur la pompe qui est commandée, donc il suffit après de dire que cette pompe-là, elle est liée au pH qui est là, que l'action plus c'est cette pompe-là, que l'action moins c'est cette pompe-là, de mettre ici de la soude pour faire l'action plus, de l'acide pour faire... On met de l'acide 0,1, on ne met pas des choses très concentrées. Bon, généralement, on se contente de réguler par un niveau. C'est-à-dire que les bactéries acidifient, et ben on va rajouter un petit peu de base pour ramener ça au pH que l'on souhaite tenir. D'accord? Mais c'est fait automatiquement. Si on voulait réguler l'oxygène, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce qu'ici nous avons le débitmètre qui concerne le circuit d'oxygène, et ce débitmètre, donc cet électrovanne, il est très facile au tiroir de régulation d'oxygène d'ouvrir et de fermer automatiquement cet électrovanne. Enregistrement des paramètres pendant 5 heures de croissance, avec là l'enregistrement de la vitesse en rouge, vous voyez qu'elle n'a absolument pas bougé. L'enregistrement de la régulation de température en vert, vous voyez qu'elle se situe à 30 degrés. Et là, la régulation d'oxygène, à 20% d'oxygène, on a maintenu ça pendant les 5 heures de TP. En bleu, ce qui peut se passer, eh bien, vous voyez l'évolution du pH qui est démarré autour de 5,6, qui a fini à 5,2. Je vais vous dire encore là, une dernière petite chose qui va vous concerner tout de suite, ça va être comment est-ce qu'on calibre l'électrode de pH. Eh bien, on clique sur le bouton pH calibre. Et là, on a une fenêtre qui s'ouvre, avec ici, dans la case compteur, un chiffre. Alors, c'est un chiffre, c'est de la technologie numérique. D'accord? Il veut rigoureusement rien dire, ce chiffre. Par contre, il va falloir l'observer. Parce que quand vous allez mettre votre électrode dans le tampon, vous allez le voir évoluer. D'accord? C'est lui qui va évoluer, et à un moment donné, il va se stabiliser. Donc, ça va être le moment de valider le tampon que nous aurons écrit ici. Alors, vous commencez par le 4, par le 7, ce que vous voulez. Vous écrivez donc 7 ici. Lorsque cette valeur-là sera stable pendant quelques secondes, d'accord, vous validez par OK. Ça y est, vous avez fait votre pH 7. Ensuite, ici, vous écrivez 4. Il vous donne la main là. Cette valeur-là va réévoluer très vite au départ et puis il va se stabiliser. Lorsqu'il sera stable, vous pourrez revalider votre pH 4 en cliquant sur OK. Et si vous avez bien fait, il vous écrira bonne calibration. D'accord?